Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de notre saison des 3140 avec Marie Robert. Donc 3140, c'est quoi? C'est d'abord le nombre universel, mais c'est aussi le nom de notre laboratoire d'innovation positive pour Pi, comme Positive Innovation. Et puis c'est aussi 3140 secondes, donc c'est une petite heure que nous allons passer ensemble. Je suis Barbara Carrière, associée d'Eurogroupe Consulting, et j'ai le plaisir d'animer et piloter ce laboratoire d'innovation qui a pour vocation de décrypter les dynamiques à l'œuvre dans les organisations et dans la cité. Nous souhaitons faire appel à des disciplines différentes, faire appel à des interlocuteurs de mondes très différents pour donner à penser, pour créer, pour inspirer, pour être inspiré dans une approche kaléidoscopique et polymorphique qui est notre dada. Nous avons inauguré cette formule avec Frédéric Lenoir sur le thème du bonheur et nous clôturons avec Marie Robert sur le thème de l'éthique. Ces deux thèmes pourraient paraître être totalement disjoints et pourtant, sans vous dévoiler le contenu, il y a un petit lien entre les deux. Un grand merci, Marie, de nous faire l'amitié d'être avec nous, car nous savons que vous avez un programme d'une grande densité, vous avez de multiples activités, et merci pour votre dynamisme, votre optimisme et votre engagement. Merci Sigline, manager chez Eurogroupe Consulting, très férue d'éthique, qui est voire notre experte sur le sujet, qui nous a fait rencontrer Marie et qui va conduire ce dialogue. Enfin, je ne résiste pas à l'envie de vous suggérer de vous connecter à Marie sur tous les réseaux sociaux, car c'est une hygiène matinale et vous y trouverez de l'optimisme, bien sûr de la matière intellectuelle, du rafraîchissement et beaucoup de bonheur. Merci Marie, c'est à vous. Marie, c'est une grande joie. Ceci est une grande joie de te recevoir ici ce soir. Nous préparons cet événement avec les équipes d'Eurogroupe Consulting depuis plusieurs semaines maintenant. Et j'ai pu constater au fil des discussions que nous sommes très nombreux ici à te lire chaque matin et à tes côtés aussi. Alors, tu me permets de présenter un petit peu ton parcours? Bien sûr. Tu te décris comme passionnée de philosophie depuis que tu l'as découverte. Tu as créé, étudiante à la Sorbonne, la revue étudiante de philosophie analytique, qui a permis de diffuser un peu la philosophie analytique contemporaine et puis de créer des espaces d'échange entre les jeunes étudiants et puis les philosophes confirmés tout en respectant les standards académiques. Tu deviens enseignante, tu enseignes professeur de philosophie, tu enseignes à Paris 5 et puis dans le premier lycée Montessori de France. Tu fondes des écoles Montessori à Clichy, à Paris, à Marseille. Je crois qu'une nouvelle école va ouvrir dans le 15e arrondissement de Paris à la rentrée. Exactement. Et tu as un projet de micro-crèche aussi, Montessori. J'adore. Et donc, tu es aussi auteur, j'y reviendrai, mais tu as publié plusieurs ouvrages, dont les deux premiers montrent comment la philosophie peut intervenir dans notre tracas de la vie quotidienne, et puis 2 romans. Et donc, j'ai lu que tu disais dans un entretien avec la Pause Philo que la philosophie, ce n'est rien d'autre que la vie réelle. Alors, je pense que tout ton parcours en est une incarnation. Tu ne cesses de montrer que la philosophie peut être une alliée et nous accompagner dans toutes les disciplines et jusqu'à notre vie intime, et puis aussi dans notre vie en entreprise, ici. Alors, c'est pourquoi tu es ici aujourd'hui, pour nous parler d'éthique. C'est bien entendu un sujet qui nous interroge comme entreprise dans de multiples façons. Une des formes qu'il a prises ici pour nous chez Eurogroupe Consulting, c'est la création d'un comité d'éthique qui nous permet, même dans des circonstances qui sortent de l'ordinaire, de répondre aux besoins de nos clients de façon loyale et responsable. C'est aussi un sujet qui interroge nos clients, évidemment. Je cite juste quelques exemples. Mais au cœur des projets d'entreprise, on rappelle les enjeux de responsabilité, définir sa raison d'être, peut-être une forme de questionnement autour de l'éthique, quel est mon impact, quel est mon rôle dans la société, mon utilité. Un autre exemple, c'est le développement des nouvelles technologies. Nous avons reçu ici, dans cette salle, Pôle emploi, il y a quelques mois, qui a témoigné de sa volonté de faire advenir une IA de service public éthique et citoyenne au travers d'un programme d'intelligence artificielle à l'échelle.
Avec ces quelques exemples, on le voit, l'éthique semble vraiment aller au-delà de la conformité. Peut-être c'est même une façon de redonner du sens. Tu vas nous dire et nous partager dans un instant ce qu'en dit la philosophie et les réponses qu'elle peut apporter. Tu as dit, interrogé dans le podcast Les adultes de demain, en parlant de l'approche Montessori, que c'est une liberté dans un cadre. Donc, ce que nous trouverons là, c'est la liberté totale de parole dans un peu moins d'une heure désormais. Je stresse de la durée minute. Merci infiniment, merci Sylvie, merci Barbara, merci à tous de m'accueillir ici et surtout d'accepter de terminer cette journée qui a sans doute déjà été suffisamment longue par de la philo. C'est déjà un choix extrêmement courageux de votre part par une petite incursion philosophique. Alors je vous promets, je vais essayer de rester aussi agréable que ces introductions élogieuses dans la façon dont on m'a présentée. Et je vais tellement être agréable que pour vous en convaincre, je vais déjà vous faire une révélation qui est complètement dans notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes tous des individus éthiques. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Je suis convaincue qu'à 17h07, vous êtes très heureux de l'apprendre. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on l'est tout le temps, mais disons qu'à chaque instant de notre vie, et c'est vraiment le fil qu'on va essayer de tisser ensemble, à chaque instant de notre vie, nous sommes confrontés à des décisions éthiques. Donc c'est bien pour cela que nous sommes des individus éthiques, puisque nous y sommes confrontés à chaque instant. Alors, que ce soit dans la sphère intime, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère publique, dans la plupart des cas, toutes ces micro-prises de décision, parce qu'on en a plein, elles sont parfois de petite taille, il y a des micro-décisions éthiques, se font très rapidement, sont tenues par quelque chose de très clair, on y répond par une évidence. Si vous voyez quelqu'un tomber par terre juste devant vous, il se peut que vous alliez tout de suite l'aider à se relever. La question ne se pose pas, c'est une évidence, c'est un geste immédiat. Situation un tout petit peu plus complexe, vous venez de voir quelqu'un faire tomber un billet de sa poche, en quelques secondes, vous lui courez après, peut-être. Je ne juge, je n'émets aucun jugement sur les noms dans vos têtes. On a plein de situations de ce type dans la vie quotidienne et c'est ce qu'on appelle en fait, sans même s'en apercevoir en fait, c'est une prise de décision éthique. Que ce soit relever cette personne, que ce soit ramasser ou non ce billet et qu'est-ce qu'on en fait ensuite, c'est une décision éthique. Autre cas de figure, mais parce qu'on va tous les adresser avant de rentrer dans le vif du sujet, si peut-être un niveau, je monte en gamme, si vous avez surpris le mari de votre meilleur ami embrasser quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous lui en parlez ou non? Si vous lui en parlez, pour quelles raisons? En identifiant quels critères, quelles valeurs, qu'est-ce que vous en faites? Quelle que soit l'issue de votre décision, d'en parler ou de ne pas en parler à votre meilleur ami, quelle que soit l'issue de votre décision, vous allez agir en vertu du bien ou du moins de ce que vous jugez être le bien. Donc en somme, vous m'avez compris, nous sommes tous des individus éthiques. L'éthique n'est pas du tout un obscur concept de philo un peu poussiéreux ou juste un sujet du bac, pas du tout. L'éthique est partout dans notre vie. Et je compte déjà mes secondes, donc je suis suffisamment stressée pour ne pas déborder, mais je vous incite à interroger la journée que vous venez de vivre, toutes les décisions éthiques plus ou moins conscientes que vous avez dû prendre. Avec vos enfants, vos conjoints, vos proches, professionnellement, etc. Puisque, de toute façon, il y a éthique partout où nous devons décider et partout où nous devons agir. Or, c'est quand même une chose que nous faisons beaucoup dans une journée, en tout cas, je vous le souhaite. Mais pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et pour vraiment essayer de vous emmener dans cette aventure qu'est l'éthique, parce que c'est véritablement une aventure, il faut revenir un tout petit peu à sa définition. Parce qu'en fait, je crois que c'est le mot qui coince beaucoup plus que ce que c'est réellement. Et peut-être que certains ont déjà d'ailleurs cette distinction en tête. L'éthique est très souvent synonyme de morale, mais en plus chic. Quand on veut être un peu plus élégant dans un dîner, on parle d'éthique plus que de morale, mais au fond, on a l'habitude de mélanger un peu les deux, voire de les utiliser comme synonymes. Alors, deuxième bonne nouvelle, vous voyez que je suis très très aimable, c'est pas du tout une erreur que de les associer.
évidemment que l'éthique est très proche de la morale. La problématique, c'est que quand même, on a deux mots, donc qu'est-ce qu'on va en faire quand on veut les distinguer? Alors, vous allez voir que l'étymologie ne nous aide pas beaucoup parce que le terme moral et le terme éthique viennent de deux mots, alors de deux endroits différents, hein, puisqu'il y en a un, c'est grec, ethos, l'autre, c'est un mot latin, mos, mores, mais qui signifie la même chose, c'est-à-dire les mœurs, les caractères, les façons de vivre, les façons d'agir. Donc, qu'on emploie éthique ou morale, ça désigne au fond, pour les anciens, dans l'Antiquité, l'un et l'autre, une manière de vivre. Donc, dans l'Antiquité, la distinction ne se faisait pas. Et c'est une distinction qui n'était pas du tout pertinente. Morale et éthique étaient associées. Simplement, en fait, pour la traduction française, il y a une traduction grecque, une traduction latine pour dire la même chose. On pourrait donc s'arrêter là, hein. On est tous éthiques et l'éthique égale la morale. Ça, ce serait une conférence efficace. On pourrait remballer. Mais évidemment, vous vous doutez que les philosophes ont cette particularité charmante de tout complexifier et que c'est un tout petit peu plus compliqué quand véritablement on va plonger dans l'histoire de ces disciplines. C'est-à-dire quand on va aller regarder, interroger l'histoire de la morale et l'histoire de l'éthique. Alors peut-être que vous avez déjà un peu en tête cette distinction, hein. Peut-être qu'au fond, je ne sais pas dans quelle manière vous la conceptualisez, mais au fond peut-être que vous l'avez déjà. Je pourrais la résumer comme telle. La morale commande, l'éthique recommande. Quand on est consultant, on sait à quel point la recommandation n'est pas du tout la même chose qu'un ordre et que quelque chose qu'on va commander. Donc, on est vraiment dans l'éthique, dans l'ordre on adresse une recommandation. Donc, du coup, la distinction se comprend un peu plus clairement, hein. La morale, c'est un discours normatif. C'est un discours impératif qui résulte d'une opposition entre le bien et le mal. Voilà, très clair. Le bien, le mal sont considérés comme des valeurs absolues et la morale est faite de commandements, d'interdits, d'un ensemble de devoirs pour qu'on aille du côté du bien et pas du côté du mal. Donc la morale, elle répond à une question, hein, mais qui est une question passionnante. Que dois-je faire? Et la morale est la réponse. Alors selon l'endroit où on se situe, selon la religion qu'on a, selon l'éducation qu'on a reçue, bien entendu, la réponse à ce que dois-je faire, le bien et le mal vont être différents. Mais toujours est-il qu'on a un commandement. Et c'est assez confortable, parfois, parce que de temps en temps, savoir ah ben, ça c'est bien, ça c'est mal, et savoir, ça permet de se situer, en fait. C'est un que dois-je faire qui est très effectif. Alors, la morale en philosophie classique, elle se veut universelle, hein, elle se veut dépasser justement des clivages avec un bien absolu, un mal absolu. Mais vous m'avez compris, ce sont des commandements, des interdits, bien-mal. L'éthique, à l'inverse, et c'est bien l'objet de toute notre discussion d'aujourd'hui, hein, l'éthique à l'inverse est un discours normatif, mais qui n'impose pas. Donc, l'éthique, vous allez voir que c'est quand même subtil, mais extrêmement intéressant, va plutôt juger entre le bon et le mauvais qu'entre le bien et le mal. Et donc, va considérer que ce bon et ce mauvais sont des valeurs relatives. Relatives au contexte, relatives à l'individu, relatives au cas de figure qu'on a sous la main, quoi. Vous vous souvenez à l'instant de l'histoire est-ce que vous balancez le mari de la meilleure amie ou pas? Bah, tout dépend de plein de choses. Quels sont vos liens? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez traversé? Quelle est la relation qui vous lie à votre ami? Quels sont les critères qu'il y a entre vous de discussion, de partage? Quelle est votre vision du mariage, de la fidélité? Plein de choses rentrent en ligne de compte. On ne peut pas dire c'est juste il faut faire ceci ou faire cela. Il faut adresser. Et évidemment, l'éthique va du coup être faite de connaissances et de choix individuels, contrairement à la morale universelle. Universelle d'un côté, choix individuel de l'autre. Et surtout, pour ajouter vraiment une petite nuance à cette distinction, l'éthique
ou plutôt une éthique. Bon, j'en parlerai, on n'a pas 3 heures, mais évidemment, l'éthique, on le trouve dans plein de domaines, parce qu'elle va être relative à un contexte. L'éthique médicale, l'éthique des entreprises, l'IA. La question, ça ne va pas être un que dois-je faire, ça va être un comment vivre. Magnifique question. Comment vivre? Donc relatif à un individu, relatif à un groupe, relatif à une entreprise. Et vous êtes les mieux placés pour comprendre ça. Si vous ne comprenez pas le contexte dans lequel vous intervenez, si vous ne comprenez pas la culture du client pour qui vous exercez, c'est impossible en fait de cheminer à travers. Donc c'est pour ça que je parle de connaissances et de cas de figure, de circonstances. C'est un comment vivre eu égard au périmètre dans lequel je me situe. Vous n'arrivez pas chez un client pour dire alors voilà, dans la vie en général, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Ben non, bien sûr que non. Donc, ce qui est important là, dans notre premier, là je défriche juste avant de passer vraiment, mais c'est qu'il ne faut pas choisir entre les deux. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux, de dire qu'il faut en privilégier l'un ou l'autre, mais l'éthique, disons, est une notion plus vaste que la morale, parce qu'elle inclut la morale. Et la réciproque n'est pas vraie. Vous allez comprendre pourquoi. La question comment vivre, elle inclut aussi quelle place je donne à des devoirs, quelle place je donne à la morale. Quand je dis comment vivre, c'est général. Est-ce que justement, dans mon comment vivre, et là, je pose la question très individuellement, mais vous pouvez la transposer à l'échelle d'une entreprise. Dans le comment vivre, il y a des gens pour qui la morale est très importante. La morale religieuse va être très importante. Dans leur comment vivre, il va y avoir cette part-là. Donc, l'éthique peut englober tout ça. La question que dois-je faire, elle n'englobe pas le comment vivre. Elle englobe, tiens, face à ça, je dis oui ou je dis non, je dis c'est bien ou je dis c'est mal. Donc, on n'est pas tout à fait, en fait, ces deux mots similaires, mais qui ne renvoient pas exactement à la même pratique, ni à la même définition. L'éthique, et c'est ce que je vais essayer de vous faire ressentir ce soir, c'est un travail en fait, c'est un processus, c'est un chemin l'éthique. C'est un chemin réfléchi de vivre. Et on a eu une très jolie introduction de Barbara qui nous disait ça a été d'abord le bonheur, mais en fait c'est un chemin qui tend vers quoi? Si je réponds à ce comment vivre, plutôt vers une vie heureuse. En tout cas, j'espère que c'est une ambition pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas, c'est l'ambition, vous allez le voir, philosophique, c'est ce qu'on va essayer de saisir. Comment, en fait, on pourrait presque mettre, alors il y a juste Kant qui va être moyennement d'accord avec moi, mais on va le mettre de côté pour l'instant, comment vivre une vie heureuse? Comment vivre une vie, et par heureuse, je ne vous dis pas, évidemment, vous allez me dire, mais dans un cadre professionnel, c'est étrange. Non, comment vivre une vie heureuse avec vos clients, dans la relation, dans la construction professionnelle, c'est tout aussi important. Donc, ce que je vous propose là, après avoir vraiment, j'espère, saisi cette distinction entre éthique et morale, c'est de plonger justement dans l'histoire. C'est d'aller regarder comment ça se fait que l'éthique soit quelque chose de si présent dans nos vies et pour autant qu'on ait du mal à cerner et dont on ne s'aperçoit pas forcément de l'incroyable impact que ça a. Alors, mon histoire commence au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il faut imaginer que de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, la poursuite du bonheur, donc exactement ce dont je viens de dire, ce que je viens de dire, cette idée d'avoir une vie bonne, est envisagée jusqu'au XVIIIe, mais peut-être qu'on est en train de vivre un retour aujourd'hui, comme le ressort évident de toute existence humaine. C'est-à-dire que philosophiquement, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe, c'est quelque chose c'est le but de toute vie. Pour les épicuriens, alors je vais vous faire juste l'Antiquité, mais on le retrouve vraiment après, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on pense qu'il y a eu beaucoup d'époques obscures, beaucoup plus rigides, beaucoup plus contraignantes. En fait, dans l'histoire de la philo, quand même, la finalité et la visée et le but de toute chose, c'est le bien. Et le bien, c'est aussi le bonheur. Je vais défricher ça. Donc, dans l'Antiquité, les épicuriens sont très clairs là-dessus.
Je rappelle que les épicuriens ne sont pas juste les jouisseurs qu'on imagine. C'est au contraire un courant philosophique plutôt sérieux et qui préconise plutôt de boire de l'eau et de manger du pain sec. Mais bon, en tout cas, l'histoire n'a pas toujours retenu ça. Mais pour les épicuriens, qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? C'est une vie dans laquelle on est dans la sérénité. Donc, alors il parle d'aponie, hein, la paix du corps, ataraxie, la paix de l'esprit. Et rien ne peut venir troubler l'ataraxie bienheureuse du sage quand elle est fondée, pour les épicuriens, sur l'élimination rationnelle des craintes. Donc, pour être heureux, chez les épicuriens, il faut mettre à distance les craintes, les éliminer le plus possible, et trouver une juste mesure entre les plaisirs et la peine. Une autre école de l'Antiquité, les stoïciens, je ne vais pas toutes vous les faire, mais pour que vous ayez ça en tête, le bonheur découle directement de la vertu. Hein. C'est pour, chez les stoïciens, on est dans la même chose. Hein. On est dans cette idée que, je cite hein, Épictète, « Le bonheur ne consiste point à acquérir et à jouir, mais à être libre et à prendre les bonnes décisions. » Donc là, on est dans une vision vraiment extrêmement limpide. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est être serein, et on le vit tous. Hein. Enfin là, pareil, on n'est pas dans un obscur concept de philo. Quand on a pris une bonne décision, on se sent bien, quoi. On a l'impression qu'on est aligné, qu'on est ancré. Ok, je suis confiant. Donc c'est pour ça qu'il y a ce lien très très fort entre la juste décision et le bonheur, parce qu'en fait, ça participe à la sérénité. C'est horrible d'être torturé par une décision qu'on doit prendre. On retourne dans son lit, on n'en peut plus, on ne dort pas, on ne sait pas quoi faire. Donc, dans les courants philosophiques de l'Antiquité, le point de départ est simple. Hein, le bonheur est pour l'homme la fin dernière de la vie, le but ultime. Chez Aristote également, hein, ça va être très très présent. Et je vous cite un petit extrait pour voir que ce n'est pas du tout une reconstruction hein, de l'éthique à Nicomaque. Il l'exprime ainsi, hein, « Sur son nom, en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire de la foule, aussi bien que des gens cultivés, tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. La seule chose que nous devons chercher, c'est le bonheur. » Alors là, dans cette phrase, vous allez me dire quel est le lien direct avec l'éthique. Bah, justement, on y parvient. Hein. C'est exactement ce qu'on vient de dire auparavant. C'est que le philosophe réfute beaucoup de définitions du bonheur. Alors pour lui, le bonheur, c'est pas du tout le plaisir, c'est pas la gloire, c'est pas la richesse, c'est pas les honneurs. Le bonheur, pour lui, n'est pas désirable en vue d'autre chose. Il explique que le bonheur, c'est une activité conforme à la raison. Là où Aristote pose les choses, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? C'est non seulement prendre des bonnes décisions, mais c'est prendre des décisions qui sont conformes à la raison. Et pourquoi son livre s'appelle L'éthique à Nicomaque? Ça conforme à la raison et à l'éthique. Donc là, on est dans un CQFD limpide. La chose la plus importante de notre existence, c'est d'être heureux. Comment être heureux? C'est être en paix. Comment être en paix? Conforme à la raison, conforme à l'éthique. Bam. Je ne vais pas vous le citer à chaque fois, mais il y a des extraits, et je vous laisserai d'ailleurs une bibliographie et des petits extraits pour ceux qui ont besoin de se rappeler des mantras aristotéliciens le matin au réveil. Hein, mais on est vraiment... le bonheur n'est jamais choisi en vue de ses biens, il n'est jamais choisi en vue d'autre chose que de lui-même, mais il est choisi en vertu de l'éthique qu'on s'est fixée. Donc, ce qu'on veut, c'est le bonheur. Ce qu'on vise, c'est lui et lui seul. Et c'est un véritable désir que ce bonheur. Ce qui est une bonne nouvelle, car en fait, on le sait, alors c'est drôle parce que Aristote le dit, mais aujourd'hui les neurosciences le confirment, hein, l'intellect se met à fonctionner parce qu'on désire quelque chose. Donc en fait, le lien entre désir et raison, contrairement à parfois ce qu'on pense d'ailleurs, est beaucoup plus marqué parce que c'est parce qu'on va vouloir être bien, être tranquille, être serein, qu'on va activer notre cerveau. Donc en plus, qu'on va délibérer. Donc, si l'intellect délibère, hein, c'est justement parce que
il va viser, avoir cette ambition du bonheur. On désire le bien et pour l'atteindre, il faut que notre intellect soit solide et agisse éthiquement. Donc ici, on est sur une mission de la plus haute importance. Être heureux, c'est agir conformément à la raison, vous l'avez compris, conformément à la vertu, conformément à l'éthique. À l'inverse, ne pas être éthique, c'est ne pas savoir comment vivre. C'est donc être condamné au malheur, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans le professionnel. Donc au fond, Aristote exprime ce qu'on ressent, hein, ne pas être éthique, c'est se sentir écartelé. Et tu le disais dans ton intro, pourquoi l'éthique va participer au sens? Pas parce qu'on va se sentir écartelé. Et oui, ouais, je reconnais bien dans ce que tu dis, ce mouvement qui est d'abord un élan vers l'éthique, en tant qu'un sujet qui est inspirant et dont on a envie de se servir. Et puis en même temps, très vite, une espèce de temps d'arrêt, en se disant, aïe, 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 je sens, se dévoile tout ce champ de contraintes autour de moi. Et finalement, c'est presque paradisant. Oui, mais j'ai dit que je commençais par être sympa. Donc pour le moment, j'essaye de juste dire « Oh, l'éthique, c'est juste viser le bonheur ». Évidemment, tu as tout à fait raison d'aller chercher ce qui va piquer un peu. On a bien compris l'importance de l'éthique. J'espère qu'on a bien compris la différence avec la morale, l'importance du bonheur, l'importance de faire appel à son intellect. Maintenant, il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Et là, vous allez comprendre que ce n'est pas la partie la plus agréable. Parce que le problème de tout ce qu'on dit pour le moment, c'est qu'on reste dans une théorie, c'est-à-dire dans l'importance de l'éthique dans nos vies, dans ce à quoi elle sert. Or, l'éthique, et je le disais un peu en introduction, en vous proposant quelques cas de figure, certes anecdotiques, mais on a compris l'idée, l'éthique, c'est surtout une succession de problèmes pratiques. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une théorie, on est tous d'accord, il faut être éthique, ok, l'éthique nous rend heureux, mais en fait, au quotidien, l'éthique, c'est surtout de la pratique. C'est donc des pratiques qui nécessitent d'adopter des lignes de conduite. Prendre une décision éthique, littéralement, ça veut dire choisir. C'est un processus par lequel on détermine une action plutôt qu'une autre. Et cet acte, ça présuppose cette chose pas simple, c'est-à-dire la liberté. Que pour choisir, ça veut dire qu'on a le choix, ça veut dire qu'on est libre d'hésiter entre plusieurs options pour finalement en préférer une. C'est considéré, parfois d'ailleurs contre tous ceux qui considèrent la liberté comme une illusion, hein, mais au contraire, c'est considéré qu'on a le pouvoir d'orienter le cours de notre existence, le cours des choses, malgré d'ailleurs nos conditions physiques, sociales, psychologiques qui la déterminent, en disant en fait on a quand même une marge de choix. Alors pas dans tout, pas dans tous les domaines, pas tout le temps, mais comme je vous le disais, on a plein de micro-décisions qui font que quand même au cours de notre vie, on a souvent le choix. Ça ne veut pas dire que les conséquences ne sont pas assumées, mais on a la possibilité de choisir. Choisir, c'est décider. C'est-à-dire que choisir, c'est couper, c'est vraiment trancher, c'est introduire une césure dans l'ordre des choses. C'est fou. Reprenons cette histoire. Je ramasse le billet, je ne le ramasse pas. Les conséquences, peut-être que je ne les connais pas. Je ne sais pas ce que représentait ce billet pour cette personne. Je ne sais pas ce que moi je vais en faire. Quelle va être la suite. Donc, on intervient directement dans le réel. Et pour choisir, pour décider, pour trancher, pour exprimer notre liberté, tout le problème, c'est qu'on doit délibérer. D'où l'intellect qui doit être bien en forme et qui doit vraiment désirer être heureux parce qu'il va falloir délibérer. La délibération, c'est l'activité par laquelle mon esprit va comparer, va évaluer. On la connaît, hein, on pèse le pour ou le contre. Alors, les méthodes sont différentes selon les individus. Il y en a qui notent tout, il y en a qui marchent, il y en a qui ont des apparitions justement de ce qu'ils doivent faire, mais qui essayent de le justifier après coup. En tout cas, on doit procéder vraiment à une réflexion intense par laquelle l'esprit va justement réaliser tout un travail et donner de la valeur, une justification à la décision. Parce qu'une délibération et une prise de décision éthique à laquelle on ne croit pas, ça n'a pas de valeur. Donc il faut quand même vraiment être dedans, vraiment y croire. Et au moment où justement, on va recommander cette décision-là, même quand vous vous adressez d'ailleurs à un client, bien évidemment, vous allez totalement y croire. Et il faut y croire totalement, parce que sinon, on passe à côté de la mission.
Donc, c'est vraiment établir des critères, et on en parlera un peu plus tard, hein, c'est à ce moment où, moi c'est un moment qui me passionne, hein, ce moment du basculement en fait. On délibère, on délibère, on délibère, et puis on y va, on choisit. Et là, quand on délibère, on est libre, on est libre, on est libre, parce que tout est possible. Et au moment où on choisit, au moment où on tranche, on devient responsable. Fascinant. C'est pour ça que l'éthique est un des plus beaux sujets du monde. C'est l'alliance entre la liberté et la responsabilité. Je vais vous prendre un exemple très concret pour rentrer dans le vif du sujet, un exemple d'éthique médicale. J'aime bien l'éthique médicale. Alors déjà, c'est un très, très grand champ de l'éthique, mais parce que en fait, l'éthique médicale est vraiment un domaine pas du tout figé, encore aujourd'hui. D'ailleurs, plus on a d'innovation, plus on a de traitements, plus des cas éthiques se posent. Et l'éthique médicale, c'est très particulier, c'est justement encore plus difficile de trancher, parce qu'on tranche eu égard à la vie d'individus. Donc c'est un bon cas de figure. Je vous lis l'exemple, mais vous allez voir que c'est pour justement vous amener à qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut faire, quels critères on peut trouver. Le médecin de Madame Lebrun diagnostique un cancer terminal chez sa patiente qu'il connaît depuis longtemps. Compte tenu de l'état dépressif de celle-ci, il estime qu'elle ne supporterait pas de se savoir atteinte de cette maladie. Son devoir déontologique est d'informer sa patiente de son état. Et ça entre en conflit avec son devoir humain de ne pas lui détruire ce qui lui reste d'espoir de vie et de possibilité de traitement. Doit-il lui dire la vérité ou cacher sa condition? Là, ce qu'il y a de passionnant dans ce cas de figure, qu'on peut en fait, qu'on peut transcrire dans plein de types de circonstances de vie, hein, c'est qu'il y a un principe et un devoir moraux qui suggèrent d'adopter des comportements opposés. Le devoir du médecin, c'est de ne pas mentir. Il s'inscrit dans un cadre déontologique, médical. Non, on ne ment pas à son patient. Mais effectivement, le devoir humain, et on exerce aussi avec ce qu'on est, et pas uniquement dans un cadre, c'est le principe de bienveillance et de bienfaisance à l'égard de sa patiente, qui lui dit de ne pas lui dire la vérité. Donc, l'individu se retrouve divisé, et c'est ça qui est très compliqué dans l'éthique, entre des principes et des valeurs auxquels il accorde de l'importance, parce que le médecin s'en fout pas de la déontologie, pas plus qu'il s'en fout de la bienveillance. Donc le problème, c'est en ça que c'est un moment compliqué, la prise de décision, parce que quand je dis tirailler, c'est pas une métaphore, c'est qu'on peut vraiment être tiraillé, et je suis sûre que vous avez tous vécu des situations où honnêtement, on se dit, je ne sais pas, quoi. C'est laborieux. Et donc, ces situations, on dit qu'elles comportent des enjeux éthiques. Des enjeux éthiques parce que, justement, deux systèmes de valeurs différents. Alors, évidemment, je préfère annoncer immédiatement que je n'ai pas beaucoup de solutions. Voilà, je ne vais pas vous donner un guide de conduite. Ouais, je sais. C'est le moment où je suis déceptive. J'ai essayé d'être un peu bien jusqu'à 17h34. Bon, là, je vous déçois. Je suis juste, comme tous les philosophes, je vous renvoie la balle. Donc, je préfère annoncer que je ne vais pas vous donner un guide de conduite valable en toutes circonstances. D'ailleurs, si je l'avais trouvé, je serais peut-être sur une île aux Bahamas en train de planquer des gains pas très éthiques. Mais en tout cas, ce que je peux vous présenter, c'est les solutions qui ont été proposées aux auteurs, par des auteurs de philosophie. C'est-à-dire que, alors ils ne vont pas nous adresser des guides, hein, mais il y a des auteurs qui vont vraiment mettre en avant des critères qui vont nous aider à cheminer un peu plus, à nous en sortir dans ce grand flou qu'est l'éthique. Le premier critère que je vous propose, vous allez voir, hein, je ne sais pas, après ça dépend vraiment de vous et des résonances, ça c'est pour le coup très intime, lequel fera le plus écho, j'en sais rien. C'est celui qu'on va appeler le principe d'utilité. Dans la mesure où une action doit être jugée bonne ou mauvaise en raison des conséquences bonnes ou mauvaises pour le bonheur des individus concernés. Alors, vous allez voir, on va défricher un peu tout ça. Dans l'utilitarisme classique, puisque ce principe d'utilité renvoie à un courant, hein, l'utilitarisme classique établit qu'il y a un lien, comme ce qu'on a dit depuis le début, entre le bonheur et l'éthique,
mais que le principe d'utilité propose un truc un peu plus grand encore, c'est qu'il vise la maximisation du principe général. C'est-à-dire que l'utilitarisme va vraiment étendre son champ à tout un tas de domaines, hein, donc le droit, la politique, l'économie, en essayant de montrer que c'est toujours cette ligne de conduite qu'on doit avoir. Est-ce que, en prenant cette décision, il y a plus de conséquences bonnes ou plus de conséquences mauvaises? Le représentant vraiment de ce courant, en tout cas le plus important, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Jérémy Bentham. C'est un auteur du 19e. Hein, et ce qui caractérise sa philosophie, et c'est pour ça qu'il est intéressant quand on parle même dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il a une obsession pour le souci pratique. Il faut que ce soit pratique, pas du tout théorique, il faut que ce soit pratique, il faut qu'on ait des réponses à donner. Je le mets en avant parce que ce n'est pas toujours le cas en philo, mais là, on est vraiment dans des réponses à donner. Et pour lui, la théorie, c'est juste, ça cherche juste à mettre en avant, voilà, que le bonheur, c'est important. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on fait et comment on les règle. Et pour Bentham, les êtres humains sont mus par deux impulsions fondamentales. Rechercher le plaisir et fuir la souffrance. Donc, qu'est-ce que c'est pour lui une action éthique? Eh bien, ce sera une action qui suit cette nature. Et donc, qui vise à augmenter le plaisir, le bien, et à diminuer la souffrance, qui sera le mal. Donc, l'utilitarisme de Bentham, qui se veut presque, c'est intéressant hein, quand on le lit, qui se veut presque une philosophie presque scientifique, elle se fonde sur une observation de la réalité. Est-ce que là, la décision que je suis en train de prendre, est-ce qu'elle génère plus de plaisir ou plus de souffrance? Donc, que le sentiment, et alors, pour Bentham, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça, là, c'est un très bon exemple de, on est loin d'une morale classique, hein. Pour Bentham, peu importe que le sentiment de satisfaction, il vienne du mensonge, de la nourriture, du sexe, d'un poème, de l'argent, peu importe. Ce qui compte, c'est de maximiser le plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans la morale traditionnelle. On est dans cette réflexion entre les deux. On doit coller à notre nature, qui est de rechercher le plaisir et d'éviter la souffrance. Donc, non seulement tous les plaisirs se valent pour Bentham, parce que tous les plaisirs se valent, mais tous les êtres humains qui en sont capables se valent. C'est-à-dire que les satisfactions individuelles, elles doivent compter également. Bentham, c'est pas du tout une philosophie du sacrifice. Hein. C'est si le fait de dire à mon ami que j'ai vu son mari embrasser quelqu'un d'autre génère plus de souffrance pour moi, mais non, je ne lui dis pas. Donc, c'est vraiment pour ça que, pour Bentham, il y a cette idée de on tranche en regardant qu'est-ce qui est source de satisfaction, qu'est-ce qui est source de souffrance, mais aussi à notre échelle. Si je dois prendre une décision qui me torture totalement et qui va générer de la souffrance pour moi, alors je ne la prends pas. La satisfaction individuelle compte, donc on n'est pas du tout dans le sacrifice. Et donc, il va proposer une sorte de calcul rationnel des plaisirs et des peines, chacun comptant également. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il va appliquer ce système de calcul qui peut paraître un peu curieux, mais à l'échelle aussi de la société et des décisions d'ailleurs sociétales à prendre. Est-ce que ces décisions-là, elles génèrent plus de souffrance pour la société ou plus de satisfaction? C'est d'ailleurs pour ça que c'est un des premiers à rejeter la peine de mort, qu'il trouve inefficace, car les souffrances et les tortures infligées à un criminel ne peuvent pas maximiser la félicité publique et faire du bien à la société. Il dit, bah non, ça génère de la souffrance chez lui, et en plus, ça ne fait pas de bien à la société. Donc vraiment, la peine de mort est complètement inefficace. Donc, en somme, pour lui, et c'est le premier critère, je vais vous en proposer d'autres, hein, mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision éthique, le point de vue très concret, c'est de se poser la question suivante. Quelle est la décision qui va participer au plaisir du plus grand nombre? Donc, on est dans une question très simple, c'est ça la philo utilitariste, et vous avez vu, et éthique, ce qui maximise le bonheur. Donc, la recommandation éthique va être, qu'est-ce qui va maximiser le bonheur?
Donc sans doute que Bentham, mon billet par terre, je le prends, je le fais fructifier parce que je pourrais donner plus d'argent et donc les gens seront plus contents parce qu'ils auront plus d'argent. Voilà. Comment je maximise le bonheur? Non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Sauf que on va arriver à un point un peu délicat. C'est un critère proposé, qui est assez efficace. L'utilitarisme a un vrai principe, est un principe d'utilité, bien entendu, mais surtout qui fonctionne et qui permet de trancher, donc qui permet vraiment de se décider efficacement. Mais le problème, c'est que si on veut s'assurer du bonheur pour le plus grand nombre, et si on veut s'assurer que ce bonheur soit maintenu, parce que quand même, on a un peu envie de vivre dans une société qui va à peu près bien et qui est à peu près heureuse, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le geste juste après ce principe d'utilité? C'est de légiférer. Pour permettre le législatif, à quoi ça sert? Ça consiste à trouver des moyens de faire faire aux gens ce qu'ils doivent faire, en leur évitant tout mon petit cinoche éthique de « oh là là, qu'est-ce qui maximise le plaisir ou pas ?» On tranche et on met en place des lois dont on suppose qu'elles sont justement régies par ce principe-là, c'est-à-dire générer le moins de souffrance, créer le plus de plaisir. Donc, le législatif consiste à faire trouver ces moyens-là. Et donc, en fait, à quoi ça sert le législatif? À anticiper des problèmes éthiques au maximum. Et c'est pour ça qu'on crée tout ce réseau-là. La loi voudrait nous dispenser de la réflexion. Et c'est pour ça d'ailleurs que la loi est parfois beaucoup plus voisine de la morale, parce qu'elle nous dispense de réflexion en établissement. En établissant, non, je respecte et je respecte des droits. J'ai des droits, mais je respecte aussi des devoirs. Et donc, en créant des conformités, évidemment, on se rapproche ici beaucoup de la morale. Et ça nous intéresse beaucoup de savoir si finalement on perd de l'éthique en attendant d'avoir des lois. J'ai quand même l'impression que tu vas encore ça me fait savoir. Mais effectivement, parce que la question qu'on peut se poser maintenant, c'est en fait, est-ce que l'éthique, tu as raison, c'est juste une question de temporalité, ouais. C'est-à-dire est-ce que l'éthique n'existe qu'en attendant qu'il y ait une loi qui légifère? Et d'ailleurs, j'ai cité l'exemple de l'éthique médicale, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des comités d'éthique médicale sur toutes les zones grises. Et vous, dans vos métiers, vous avez aussi, on parlait de l'intelligence artificielle, là, festival aussi, parce que... Balayer à l'absence de loi ou, comme tu l'as appelé, une grille de sortie. Complètement, parce qu'on ne sait pas exactement, parce qu'on n'a pas encore tous les critères en jeu, etc. Donc, la question à se poser, c'est maintenant, il y a une question qui émerge, c'est est-ce que l'éthique, c'est juste un respect, justement, de la conformité? En fait, est-ce que la visée de l'éthique, c'est juste, finalement, d'attendre la création et l'application d'une loi? Alors, je viens de vous parler de Bentham, qui est donc utilitariste. Je vais vous parler d'un autre utilitariste, un peu plus tard, du 19e siècle, mais Bentham a été un grand ami de son père, donc il a infusé dans ce terreau, et vous allez voir qu'il a fait quelques différences. C'est John Stuart Mill, qui, lui, entend concilier une philosophie personnelle extrêmement riche et la recherche du bonheur du plus grand nombre. Donc, il va vouloir un peu lier les deux. Et pour Mill, il y a quand même quelque chose de gênant dans cette histoire du plus grand nombre, c'est que lorsque les individus sont libres de poursuivre leur propre fin, certes, alors ça peut atteindre le bonheur du plus grand nombre, mais quelle est la place de la liberté personnelle? C'est-à-dire qu'en fait, le critère proposé par Bentham du plus grand nombre possible, et effectivement, mais du plus grand nombre possible, est-ce qu'elle est toujours pertinente? Et pour Mill, ce n'est pas pertinent, et il dit ceci, et vous allez voir que c'est une immense défense de la liberté personnelle en éthique, il n'y a pas de raison pour que toute existence humaine doive se construire sur un modèle unique, ou sur un petit nombre de modèles seulement. Si une personne possède juste assez de sens commun et d'expérience, sa propre façon de tracer le plan de son existence est la meilleure en soi, parce que c'est la sienne propre. Alors attention, il ne s'agit pas de dire pour Mill que la loi n'a aucune importance, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus de dire que peu importe des conformités.
Il s'agit plutôt de dire qu'on ne peut pas se cacher derrière elle. Et on le sait tous, la loi, on l'évoquait à l'instant, ne peut pas déterminer tous les périmètres. Et quand bien même tous les périmètres sont déterminés, bah, il reste quand même un moment où cette décision, elle appartient à un individu, avec un vécu, face à un autre individu. Et les exemples qu'on a montrés précédemment l'ont mis en avant. Dans le cas de l'éthique médicale, bon, bah, en fait, c'est quand même in fine, c'est un individu qui va regarder son patient derrière une table et qui va prendre une décision qui lui est propre. Donc, là où Mill nous sollicite et nous ramène à quelque chose que j'ai vaguement évoqué au début, c'est que les individus sont tous différents des uns des autres. En fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction du contexte, en fonction des critères, ils ont des aspirations, ils ont des conceptions de vie extrêmement variées. Et ils doivent pouvoir trouver leur propre manière d'atteindre ce comment vivre, dans un mode de vie qui leur convient le mieux. La nature humaine n'est pas une machine qu'on construit selon un modèle pour exécuter un certain travail, mais c'est un arbre, dit Mill, c'est très joli comme métaphore d'ailleurs, qui exige de croître et de se développer de tous les côtés, selon des forces internes qui en font un être vivant. Cette pensée de Mill, on la comprend très bien, par exemple, aujourd'hui, dans des problématiques telles que le télétravail. On se rend bien compte que c'est très difficile de trancher sur un rythme particulier, sur une modalité particulière, sur combien de jours on vient, combien de jours on ne vient pas. On se rend bien compte et que souvent, dans cette fameuse quête de sens, bah, est-ce que ce n'est pas plutôt la quête de ma vie propre qui ne peut pas être tout à fait celle des autres? Donc, on voit bien que c'est une tension que Mill repère et qui est importante, qui est de dire oui, il y a la loi, oui, il y a le cadre, oui, il y a les conformités, mais il y a aussi ce mode de vie individuel. Et Mill va beaucoup s'inquiéter, et c'est intéressant parce que de mettre en parallèle avec ce qu'on traverse aujourd'hui, Mill s'inquiète de la tendance très conformiste de son Angleterre au moment où il écrit, au 19e, de l'Angleterre victorienne, et dans un essai qui s'appelle « De la liberté », il va défendre l'individu, alors pas du tout l'individualisme, mais il va vraiment défendre l'individu face au conformisme engourdissant imposé par la société. Et il va dire, l'individu ou la famille ne se demande pas qu'est-ce que je préfère, ils se demandent qu'est-ce qui convient à ma situation. Ils aiment en masse, ils limitent leur choix aux choses qu'on leur dit de faire communément. Est-ce là, oui ou non, la condition souhaitée pour la nature humaine? Texte extrêmement fort de Mill qui réveille, c'est pas ce qui se fait, c'est ce qu'il est cohérent de faire eu égard à un individu. Donc, c'est parce que les individus sont tous différents qu'ils doivent pouvoir justement s'épanouir, bien sûr, mais aussi s'autodéterminer et que leur liberté va être préservée. Donc, il y a vraiment respecter la loi, oui, respecter la conformité, oui, mais dicter une manière de vivre, c'est impossible. Et surtout, évidemment, je vous évite ce raisonnement, mais vous le devinez, il y a des circonstances de vie dans lesquelles ramener cette liberté individuelle et à la non-conformité est prioritaire. Dans tous les cas de guerre, dans toutes les circonstances où l'histoire nous a rappelé à l'ignominie de la loi et de ce qui est décidé, la capacité individuelle à trancher éthiquement en fonction justement de ses convictions et de ce qui va générer du bonheur est extrêmement important. Donc, avant de venir à notre toute dernière étape, parce que vous allez voir, je l'ai planqué Kant sous le tapis jusqu'à présent, mais il va quand même nous rappeler 2-3 impératifs. Ce qui est intéressant dans le critère de l'utilitarisme, c'est que l'utilitarisme classique de Bentham conduit à ce truc très simple, on cherche le plaisir, on évite la souffrance, bah oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi pas légiférer et on établit une loi. Mill est tout à fait d'accord sur cette idée du plaisir et de la souffrance, mais il rappelle que la loi, si on l'impose et si on est toujours dans qu'est-ce que préfère le plus grand nombre, on se perd quand même un peu de notre liberté individuelle et là, on perd la justesse de la décision éthique. Donc oui, la maximisation du plaisir et de la souffrance, mais attention à ne pas se perdre de vue non plus dedans, parce que la décision éthique, elle est aussi propre à un individu. Donc finalement, à l'issue de ce long périple dans l'histoire, j'espère que l'éthique vous semble un peu moins floue,
Est-ce que l'éthique, et en tout cas, c'est ce que Mill nous dit, et on l'avait évoqué, hein, on l'a évoqué, c'est le filigrane, hein, est-ce que c'est pas être responsable de soi-même? C'est vraiment chez Kant qu'on va trouver cette notion de responsabilité. Kant, évidemment, est un peu moins le philosophe de la liberté que le philosophe de la responsabilité. C'est avec lui, pour la première fois, que la responsabilité va devenir une valeur si centrale, et je pense que ça va vous parler parce que quand on adresse une recommandation, moi ça me parle beaucoup avec les enfants dans un cadre dans lequel je travaille, qui est de construire des écoles et justement de préparer ces individus au monde de demain. Donc la responsabilité, elle est très très forte. Vous avez une responsabilité parce qu'il y a une responsabilité sociétale dans vos métiers, qui ne sont pas uniquement la responsabilité vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des décisions qu'ils vont prendre et qui vont impacter la société. Donc cette idée de responsabilité, elle est très forte. C'est une liberté qui est très conditionnée par des conséquences sociétales, financières, majeures. Et donc, évidemment, Kant va mettre en avant cette responsabilité, question du devoir, et pour Kant, l'action morale, elle doit être, il ne suffit pas de se demander si le moyen le plus approprié pour atteindre une fin désirée, c'est le bonheur, ni le plaisir. Pour Kant, le critère, c'est est-ce que c'est juste? Saisissant. Sans doute le critère le plus difficile, le critère de la justesse. Et pour ce faire, qu'est-ce que ça veut dire une décision juste pour Kant? C'est une décision où il va proposer ce qui vous rappellera peut-être vaguement votre terminale, mais cette épreuve, une maxime, qui est un impératif qu'on appelle un impératif catégorique. Et cette maxime, c'est qu'on va la mettre à l'épreuve d'universalisation. Alors vous allez voir, elle est très simple, pas de panique, on va l'expliquer. Elle est celle-ci: agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. La formulation est compliquée, mais ce que ça désigne, c'est très simple. C'est en fait, est-ce que l'action que je suis en train de faire, je voudrais la voir reproduite par tout le monde? Est-ce que j'ai envie d'une société où, en fait, où on ment, où on triche, où on vole, où on cache certaines choses? Donc, Kant, en renvoyant à la responsabilité individuelle, mais nous renvoie aussi à cette ambition, en fait, collective. Et c'est pour ça que c'est un philosophe qui est beaucoup plus aride, qui est beaucoup plus sévère, parce que c'est moins marrant. Il y a certaines choses... par exemple, on reprend le fameux cas du point de départ, qui est complètement anecdotique, mais qui nous parle bien. Est-ce que j'ai envie que mes amis ne me disent pas la vérité? Est-ce que j'ai envie de vivre dans une société où, certes pour me préserver, certes pour ne pas me faire de mal, certes pour sans doute maximiser le plaisir de tout le monde, mais est-ce que je suis OK pour vivre dans une société où mes amis me mentent ou dissimulent des informations sur mon compte? Et j'en sais rien. Mais non, mais en fait, ce qui est fascinant, c'est ça. Mais en tout cas, la question posée par Kant, c'est cet impératif catégorique, c'est, voilà, est-ce qu'on est prêt? Et alors là, je souris et on va bientôt conclure, mais l'impératif catégorique de Kant, je pense que c'est une des notions les plus passionnantes et les plus exigeantes. Moi, j'y pense à peu près une fois par jour quand je fais un truc ou que je trouve un peu moyen. Je me dis, mais si tout le monde faisait ça, est-ce que tu serais d'accord? Et généralement, c'est un très, très bon gendarme personnel. C'est un moyen d'autocensure assez extraordinaire. Donc, on est très heureux qu'il soit là au moins pour ça. Donc, évidemment, Kant nous met plutôt la pression. On est loin du bonheur aristotélicien qui nous paraissait très beau, mais plus théorique. Même si, encore une fois, Aristote était dans la vertu de toute façon. Mais ici, la question est vraiment la question de la responsabilité. Et il est question d'assumer aussi, parce que ça c'est très marqué chez Kant, une autre notion. Donc là je vous parlais de l'impératif catégorique kantien, cette maxime universelle. L'autre notion chez Kant qui est importante pour les décisions éthiques, c'est le sapere aude. Ose penser par toi-même. Ose penser sans filet de sécurité, sans la loi, sans la religion, sans le conformisme, sans toutes ces petites choses qui nous permettent finalement de diluer notre responsabilité, de dire mais que dit le texte,
Et qu'a fait l'autre sur ça? Et il a dit quoi? Tout ce dont on se préserve finalement. Le sapere aude, il est toi et toi, quoi. Toi et toi face à cette volonté de trancher. Et vous voyez que là, on revient à la boucle qui se boucle. C'est-à-dire qu'on revient à quoi? Bah, peut-être que c'est ça, être libre. C'est être infiniment responsable de nos actes. Infiniment responsable face aux autres, face à nos clients, face à la société, face à nos conjoints, face à tout ce qui nous entoure. Être infiniment responsable de nos actes. Et j'ose croire, peut-être, en tout cas c'est ce que j'essaye de montrer ce soir, hein, que c'est dans cette liberté-là, qui est parfois vertigineuse, mais c'est cette liberté-là qui forme notre bonheur, en fait. L'infinie liberté d'être responsable de nos actes. Et c'est sans doute cela aussi qu'on appelle le bonheur. Donc évidemment, je vous ai fait un état des lieux que j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Il y aurait encore beaucoup à dire. Aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de vous transmettre, c'est qu'avec le recul de la religion, avec le recul de sociétés très normatives, de sociétés non seulement religieuses, mais aussi de sociétés morales qui nous structuraient beaucoup. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, que dit la Bible? Que dit mon père? Que dit des sociétés qui étaient très structurantes? L'éthique est devenue encore plus importante parce qu'en fait, elle est dans un champ en fait sans fin. Et donc, elle s'est pluralisée, elle s'est aussi particularisée, notamment dans l'évolution des mœurs, dans le progrès technologique, on en parlait. Alors, on a vu apparaître la bioéthique, on a vu apparaître l'éthique de l'environnement, l'éthique d'entreprise, qui est devenue un champ vraiment très important, l'éthique déontologique. En fait, on distingue au fond 3 grands champs hein, maintenant. L'éthique déontologique, qui est vraiment fondée, comme je le disais, sur l'exemple du médecin, sur des devoirs, sur des principes a priori, qu'on essaye de déterminer dans un cadre professionnel. L'éthique conséquentialiste, qui est fondée sur une situation souhaitable, en fonction des conséquences, et l'éthique des vertus, qui est plutôt fondée sur la qualité morale de nos actes. Donc, c'est un peu les 3 grands courants qui se partagent. Hein. Voilà, une déontologie, ce qui est assez pratique dans certaines professions, parce qu'on se met d'accord sur des manières de faire en commun. Le conséquentialiste, bah, ça permet, voilà, dans des cas de figure, même dans des cas d'une mission, de dire bah, ce qu'on va privilégier, c'est les conséquences que ça a. Et c'est ça qui va être important. Dans le champ de la politique, par exemple, c'est indispensable. Et l'éthique des vertus, bah, on est plus dans tout ce qui va être de l'ordre de la personne et de l'individu et de la mise en avant du courage, de l'humanité, de très fortes notions. Donc, quel que soit le champ, parce que finalement, je vous l'ai dit au début, nous sommes tous des individus éthiques et nous n'allons pas arrêter de l'être en sortant voilà, de ce moment. On continuera à l'être toute notre vie dans les différents champs. Mais en tout cas, l'éthique est extrêmement présente. Et c'est vraiment cette idée que nous sommes tous acteurs de nos décisions. Nous sommes tous acteurs de notre liberté. Et parce qu'il est toujours difficile de conclure, hein, j'ai à la fois beaucoup d'émotions en disant l'éthique est ce qui nous rend libres et responsables, et à la fois beaucoup de tendresse pour ce que ça suppose pour nous chaque jour dans nos vies. Parce que la seule chose que je n'ai pas évoquée, c'est que nos décisions éthiques sont certes des décisions, on tranche, et on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut les regretter. Et il faut aussi s'autoriser de les avoir regrettées pour peut-être en prendre d'autres à d'autres moments, en d'autres lieux différemment. Donc c'est à la fois un appel à la liberté, à la responsabilité, mais aussi un appel à l'indulgence collective. C'est pas facile de délibérer, c'est pas facile de trancher. Et je terminerai avec ces mots de Paul Valéry que j'adore. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Merci pour toute la richesse historique, conceptuelle que tu nous as apportée aujourd'hui sur cette notion d'éthique. Et puis, merci pour la limpidité avec laquelle tu l'as fait. Et puis l'humour et la tendresse et cette chose aussi très quotidienne et très humaine que tu sais apporter dans ta façon de parler. Je sens que la nuit va être pleine de délibérations personnelles. Ouais, certainement. Alors, bon, pour conclure, je ne saurais que trop recommander à tout le monde
d'écouter Marie encore dans ses podcasts, donc Philosophie sexy, que vous pourrez retrouver sur les plateformes, ses ouvrages aussi, qui sont ici, ses livres et ses romans. Et puis, à nous tous et vous qui nous suivez, on se retrouve à la rentrée prochaine pour une nouvelle saison du LabPi avec plein de surprises et découvertes. Et j'espère que vous serez en rendez-vous. Nous, chez Regroupe, on sera ravis de vous retrouver. À bientôt.